Bonjour à tous, bienvenue au Primat. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François Blanchette de l'Université Merced, qui va nous parler de modéliser les mouvements de manches. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, OK. Oui, alors je vais vous parler des regroupements de manchots. Je dois vous prévenir à l'avance, j'ai travaillé là-dessus en anglais. Alors, manchot, ça se peut très bien que ça devienne pingouin quand je parle, ce qui n'est pas tout à fait correct. Et puis, des choses du genre. Alors, juste pour... j'aime bien que ce soit dynamique, ces présentations-là. Alors, juste pour vous encourager à suivre, je vais compter les points. Toutes les corrections, comme les anglicismes que vous apportez, on va les compter ici. Si vous vous trompez, bien, je vais vous en enlever un. Parce qu'il faut que j'aie une chance, moi aussi. OK? Alors, juste pour que ce soit plus dynamique. OK, juste très brièvement, avant de commencer ma présentation, je veux juste vous dire un tout petit peu d'où je viens. Je viens d'une université qui s'appelle UC Merced. UC, c'est pour l'University of California. C'est un campus relativement nouveau qui a 12 ans. On se concentre sur les maths appliquées. On a une concentration, on est exclusivement des maths appliquées en fait. Et entre autres, on cherche des étudiants gradués. Donc, si vous avez des questions là-dessus, si ça vous intéresse, je vous encourage à communiquer avec moi. Merced, juste pour vous donner une idée, c'est en plein cœur de la Californie. Donc, ce n'est pas tout à fait la Californie que vous imaginez peut-être avec les films, avec les plages et les palmiers. C'est plutôt des champs. Mais c'est aussi très près de Yosemite, qui est illustré ici. Donc, c'est un bon endroit pour faire de la montagne, pour faire de l'escalade, la randonnée, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, je serais très content de parler davantage de ça avec vous. Ensuite, je voulais aussi me présenter un peu plus parce que, en fait, ma recherche n'est pas vraiment axée sur les manchots. C'est plutôt un accident de passage. Donc, je vais juste vous présenter brièvement ce que je fais habituellement, au cas où ça vous intéresse aussi. Je fais des maths appliquées, je fais des écoulements. Donc, par exemple, l'exemple montré en haut, c'est dans un contexte géophysique où il y a des courants. L'exemple qu'on voit ici, c'est un courant où il y a des particules en suspension. Donc, le courant se déplace à cause que les particules augmentent la densité du courant. Et ils peuvent aussi créer de l'érosion s'il y a des particules qui sont déjà déposées au bas, au fond. Donc, ça peut avoir un feedback. Quoique vous ne m'avez pas corrigé encore. Donc, il peut y avoir un feedback entre les deux. Ça, c'est un exemple. Et je fais aussi de la sédimentation de gouttes. Donc, ça, ce serait un exemple d'une goutte qui passe d'un niveau où la densité est plus légère dans un niveau où la densité est plus lourde. On fait beaucoup de simulations de ça. Je fais des exemples de coalescence. Ça, c'est des gouttes qui se rencontrent un réservoir et qui se... Encore une fois, problème de traduction, qui se joignent au réservoir, disons. On peut, par exemple, suivre les flots à l'intérieur des gouttes et à l'extérieur des gouttes. Et aussi, on peut faire je fais de la modélisation. C'est là où les manchots arrivent. Donc, je peux faire de la modélisation qui ont rapport à des trucs de gouttes ou des choses géophysiques, mais aussi, par exemple, les manchots. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est un aperçu de ma recherche. OK. Alors, premièrement, pourquoi étudier les manchots? Il y a des raisons plus officielles, c'est pour savoir vraiment comment ils s'organisent, comment ils font. Je pense que j'imagine que vous avez tous vu des films de manchots où ils font des groupes quand ils ventent, quand il fait froid. Donc, c'est pour savoir comment les dynamiques de groupe fonctionnent. C'est ça l'intérêt principal. Et entre autres, la question à laquelle on voulait répondre, c'est est-ce que ces groupes-là peuvent être équitables? Donc, on peut penser que si c'est toujours les mêmes manchots qui sont à l'extérieur du groupe, ils vont finir par avoir froid et à un certain point, ils pourraient finir par mourir. Donc ça ne marche pas du tout pour la dynamique du groupe. Mais par contre, pour essayer de rendre ça équitable, ça semble assez compliqué. Il n'y a pas de gouvernement manchot qui dit « OK, toi maintenant, tu t'en vas à l'intérieur et toi, tu t'en vas à l'extérieur ». Il n'y a pas de chef. Et donc, ce n'est pas évident de savoir comment ils font pour que ce soit équitable, pour qu'il y ait une certaine variation dans qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'on voulait essayer de comprendre. Et entre autres, ça pourrait être utile si on voulait un jour faire des robots, genre Wall-E, qui s'en va quelque part dans un milieu très défavorable, et puis il y a des tornades, ou enfin des conditions difficiles. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour pouvoir survivre mieux? Mais peut-être qu'on peut apprendre quelque chose des manchots de ce côté-là.
Mais la vraie raison, c'est parce qu'ils sont cool. C'est parce que c'est le fun. C'est vraiment la vraie raison pour laquelle on a commencé à travailler là-dessus. Je dis « on », j'ai oublié de mentionner, mais au début, j'ai fait ce travail-là en collaboration avec mon collègue Arnold Kim et un étudiant du bac, Aaron Waters, qui n'est plus étudiant du bac, mais à l'époque, il l'était. OK. Alors, si on veut modéliser les groupes de manchots, il faut savoir un peu comment ça marche. Donc, quelques faits pour commencer. Alors, premièrement, la raison pour laquelle ils se regroupent, ils ne sont pas particulièrement sociaux. C'est surtout pour préserver leur chaleur. Habituellement, ils ne s'intéressent pas vraiment à être copains-copains avec les autres manchots. Plutôt, ils doivent faire ça pour préserver leur chaleur. Et ils font ça quand il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, même s'il fait très froid, habituellement, ils ne se regroupent pas. Donc, vraiment, c'est à cause du vent, à cause des blizzards, qu'ils vont se regrouper. Sinon, ils n'ont pas vraiment besoin de faire ça. Ça marche extrêmement bien. Apparemment, ils peuvent faire jusqu'à 20 degrés au milieu d'un groupe de manchots. Donc, en T-shirt, on serait confortable, ce qui est assez étonnant. Mais donc, ça marche très bien, au moins au niveau comme au milieu en hauteur aussi, là. Donc, c'est très efficace. Et ces groupes sont aussi très compacts. Donc, habituellement, ils sont optimalement compacts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les rendre plus denses. Ils sont sur une grille hexagonale, où ils occupent tous les sommets d'une grille hexagonale. Il y a des défauts, bien sûr, parce que, encore une fois, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Non, toi, tu es supposé être là. Mais c'est relativement... comparé à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est très bien, c'est très compact. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts. Mais donc, ça fait que c'est très difficile de déplacer tous les manchots. Donc, il n'y a pas de place pour qu'on s'infiltre et pour qu'un s'infiltre et vienne au milieu. Ce n'est pas vraiment possible. J'ai déjà parlé du vent. Et aussi, l'autre observation, c'est que en général, les groupes de manchots ont tendance à se déplacer lentement avec le temps quand les blizzards durent plusieurs heures. Donc, ils commencent à un endroit. Si le vent vient de ma gauche, bien, ils vont se déplacer tranquillement vers la droite. Pas à cause que le vent les pousse puis ils glissent, mais juste à cause des dynamiques de groupe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait récupérer, nous aussi. OK. Alors, notre modèle va Alors, on sait qu'on veut prendre en compte le vent, la température, et ensuite, on veut savoir comment chaque manchot va se déplacer. Donc, on a besoin de simplifier la réalité du groupe de manchots. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de supposer, premièrement, que les manchots habitent sur une grille hexagonale et que leur groupe forme des polygones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manchot qui va se mettre en une ligne. Et donc, il y a toujours un intérieur, un extérieur. Et la frontière entre les deux, c'est toujours un polygone. Il n'y a pas de trou non plus. On suppose que ce soit parfait. Et donc, ça va nous aider à pouvoir utiliser des outils, entre autres des outils de variables complexes, qui peuvent nous aider à simplifier le côté mathématique de ça. Okay? Soit dit en passant, j'aime les questions et je parle vite. Donc, interrompez-moi. Ça aide tout le monde habituellement. Parfait. Dans le coin en haut à droite, pourquoi le segment bleu ne passe pas par les deux points? Il est comme là, pour faire un crochet à l'intérieur. OK. Tu dis pourquoi est-ce qu'on a décidé que ce point-là était... Pourquoi est-ce qu'on a décidé que ce point-là était sur la frontière? Eh bien, c'est une erreur. Je vais te la donner à celle-là. Ma vraie réponse, c'est que c'est pas moi qui ai fait la figure. Mais c'est une erreur. Tu as parfaitement raison. Malheureusement, cette figure-là, c'est la même. Ça va être la même plusieurs fois. C'est pas grave. Bon, alors, OK. La première étape, c'est côté aérodynamique. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est savoir où va le vent s'il rencontre un obstacle qui a cette forme-là. Donc, on va supposer que c'est un vent qui est en 2 dimensions, ce qui n'est pas tout à fait vrai, évidemment, mais pour ce qui est le plus important, les dynamiques sont plus ou moins en 2 dimensions. Et donc, ça rencontre un groupe de manchots de forme polygonale comme ça, et le vent doit aller à l'extérieur parce qu'il ne peut pas pénétrer. Les manchots sont suffisamment compacts qu'il n'y a pas de vent qui pénètre à l'intérieur. C'est comme ça que ça peut rester si chaud à l'intérieur. Donc, on va essayer de calculer la vélocité de l'air tout autour du groupe, et on va faire ça en utilisant des écoulements potentiels. Donc ça, c'est une limite. Je suppose que vous ne connaissez pas nécessairement ce genre d'écoulement-là, mais c'est une limite qui est raisonnable si on prend la moyenne des vrais écoulements en supposant qu'il y a de la turbulence, mais on peut
prendre sa moyenne dans le temps. Et en tout, ça fait que on ne va pas suivre chaque petit flot turbulent, mais en moyenne, ça va donner quelque chose qu'on peut décrire par un écoulement potentiel. Donc ça veut dire qu'on va chercher une fonction potentielle qui est une fonction harmonique, et la vélocité va être donnée par le gradient de cette fonction-là. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Malheureusement, pour un polygone en général, ça c'est difficile à faire, mais c'est là où on va utiliser les variables complexes pour, je ne sais pas si vous connaissez la transformation de Schwarz-Christoffel. Personne? Qu'est-ce qui a déjà pris un cours de variables complexes ici? Avec qui? Ah, puis il ne vous a pas parlé de Schwarz, Christophe? Peut-être que sous un autre nom. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Alors, donc, mais moi non plus, quand je l'ai étudié, on n'avait pas pour ça, parce que c'était le dernier chapitre du livre. Mais donc, c'est une transformation. Quoi? On ne se rend pas toujours jusque-là. C'est une transformation qui prend un polygone et qui le map, qui le transforme en un cercle. OK? Donc, on veut prendre un polygone et le transformer en un cercle. Et donc, l'extérieur du polygone, ça va devenir l'extérieur d'un cercle. Et ça, c'est facile à résoudre. L'équation de l'écoulement potentiel autour d'un cercle, ça, c'est facile à résoudre. Donc, avec cette transformation-là, on peut aller de n'importe quel polygone à un cercle. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on voulait que ce soit un polygone pour pouvoir utiliser cette transformation-là. Okay. Alors, ça, c'est l'illustration du principe. Donc, on prend notre polygone, on le transforme en un cercle, et on a aussi la fonction inverse qui peut transformer le cercle en polygone pour nous pouvoir retourner, une fois qu'on a trouvé la vélocité autour du cercle, transformer pour savoir qu'est-ce que ça veut dire autour du polygone. Donc, je pense que je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, à moins qu'il y ait des questions. Oui? La fonction, est-ce qu'elle convertit le cercle en polygone ou le polygone en cercle? Eh bien, d'après ce qui est écrit ici, ça convertit le cercle en polygone. Mais, d'abord, il y a les deux. OK, c'est une fonction que tu peux inverser. Mais je pense que Schwarz-Christoffel, ça va dans ce sens-là, mais là, je ne suis pas absolument certain. Ah, tu vois, c'est encore pas moi qui ai fait la figure. Mais je pense que... J'essaie de me rappeler, mais je pense que tu as raison. Je pense que les descriptions devraient être inversées. Question? C'est une transformation conforme. Mon but, c'est 5. Hein? OK. C'est une transformation conforme, sauf au sommet du polygone. OK. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je trouve que le texte il dit la même chose que la figure. OK. Alors, ceci dit, si ça vous intéresse, je ne veux pas vraiment vous donner les détails, premièrement, parce que c'est un peu compliqué, mais l'idée générale, c'est que il y a une fonction qui a une forme générale qui est donnée là, qui est un produit de multiples relativement simples de variables complexes. Ça dépend du nombre de sommets, bien sûr. Sommet, ça prend 2m. Et ça dépend des angles internes de chaque polygone. Donc, ce sont des quantités qui sont faciles à tenir en compte. Et de quoi on a besoin d'utiliser? Donc, c'est ça. Et ce qu'on fait, ça, c'est ce qu'on fait quand on est autour d'un disque. On utilise l'écoulement potentiel qui est celui de Joukowski, qui est très simple. C'est juste, donc, j'appelle W les variables une fois qui ont été qui ont été transformées. Et donc, c'est simplement W plus 1 sur W qui donne l'écoulement potentiel autour d'un cercle. Donc, on a juste besoin de prendre ça. On en prend la partie réelle pour avoir l'écoulement potentiel. Et le gradient de cette partie réelle-là, ça nous donne la vélocité autour du cercle. Mais maintenant, on peut l'évaluer autour du polygone en utilisant la transformation de Schwarz-Christoffel. Okay? Ça, c'est la partie la plus technique de ma démonstration. Ça me fait penser, quand je dis qu'à UC Merced, on fait des maths appliquées, on fait des maths appliquées avec un grand A. On est très du côté appliqué, moins du côté pur, ce qui c'est pas du tout... ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste qu'il fallait se spécialiser dans quelque chose pour commencer quelque part. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. OK. Alors, une fois qu'on a la vélocité,
on peut chercher à trouver la distribution de la température, ce qui est important pour savoir qu'est-ce que nos manchots vont vouloir faire. Donc, pour la distribution de la température, en général, on voudrait résoudre l'équation de la chaleur avec une équation d'advection. Advection, oui, en français, c'est bon. Mais c'est un peu compliqué de prendre en compte les dérivés du temps. Donc, on va prendre une limite quasi permanente où on suppose que la température va s'équilibrer autour du groupe plus rapidement que le groupe va se déformer parce que les manchots vont se déplacer. Donc, ça, c'est plus ou moins correct, c'est-à-dire que les groupes, parfois, peuvent se déplacer relativement rapidement, mais l'échelle de temps associée au vent est habituellement beaucoup plus rapide que celle des manchots qui se promènent. Donc, ça nous simplifie la tâche un peu. Donc, tout ce qu'on a à résoudre maintenant, c'est cette équation-là où on a la vélocité du vent. On prend son produit scalaire avec le gradient de température et c'est égal au Laplacien de la température avec un coefficient qui calcule à quelle vitesse tout ça se passe. On va encore une fois faire appel à la transformation de Schwarz-Christoffel parce que ça, c'est beaucoup plus facile à résoudre autour d'un disque, encore une fois. Donc, on n'a pas besoin de revenir autour du polygone et ensuite de retourner autour du disque. On va rester autour du disque pour calculer et la vélocité et la température. Et ensuite, tout ce qui nous manque, ce sont des conditions au bord. Okay? C'est savoir comment fermer le problème. Donc, nos conditions vont être que sur le périmètre de notre cercle, c'est-à-dire sur le bord de notre groupe, la température va être constante. Je l'appelle TP, c'est la température des manchots. Évidemment, P, c'est pour pingouin, mais en tout cas, c'est la température des manchots. Et on suppose que c'est constant. Et ça, c'est sur notre cercle. Et puis, on suppose aussi que loin du groupe, la température est aussi constante, mais plus froide. Okay? Donc, ça, c'est température à l'infini. On choisit de l'imposer juste pour que ce soit plus facile à résoudre sur un cercle plus grand, où le grand R, habituellement, on le prend autour de 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Cette quantité-là n'est pas supposée être importante. C'est juste pour dire que si on s'éloigne suffisamment du groupe, la température redevient constante. Okay? Oui. Alors, de supposer la température des manchots constante, c'est pas justement. Ce qu'on voulait faire, c'est pas justement étudier comment les manchots sur la bordure, disons, étaient exposés à des températures plus froides, de refroidissaient plus vite que ceux qui étaient à l'intérieur. Oui, mais les manchots sont des animaux à sang chaud. Et donc, par exemple, si toi, tu t'en vas dehors, ta température reste constante. Ça ne veut pas dire que tu ne crées pas beaucoup de chaleur, que tu ne perds pas beaucoup de chaleur, mais donc ce qu'on va utiliser pour savoir quel manchot est plus froid et moins confortable, ce n'est pas sa température, c'est le flux de température, c'est le flux de chaleur qu'il perd. Non, on suppose qu'ils restent tous vivants. OK. Alors, il nous reste une étape importante à faire avant de regarder des résultats. C'est le dédimensionnement. C'est-à-dire qu'on veut essayer de réduire le nombre de paramètres dans notre système en utilisant un changement de variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire que la vitesse du vent, il y a une vitesse typique U majuscule qui est donnée, qui ne changera pas. On va dire que notre groupe a une grandeur typique. Donc, quand c'est un cercle, on va dire que son rayon est donné, ça va être mon L ici. Et ça non plus, ça ne changera pas avec le temps. Et que la diffusion de la chaleur, la constante de diffusion va être grand D, et ça non plus, ça ne changera pas. Donc, en faisant un changement, je n'ai pas écrit le changement de variable explicitement ici, mais donc toutes nos vitesses vont être divisées par la vitesse grand U. Donc, c'est 1, la vitesse du vent, c'est 1 à l'infini, 0 sur le groupe. Et entre les deux, ça fait seulement entre 0 et 1. Même chose pour la température, ça va être 1 sur au bord du groupe, 0 à l'infini. Et nos grandeurs vont toutes être divisées par le rayon du groupe. Okay? Et donc, si on fait tout ça, ça nous laisse un seul paramètre qui s'appelle habituellement le nombre de Peclet, qui caractérise quelle est l'importance du vent. Donc, si le nombre de Peclet est grand, le vent est très fort, ça va beaucoup déformer le profil de la température. Si le nombre de Peclet est très faible, bien, la diffusion va dominer et ça va être symétrique, ou en tout cas presque symétrique dans toutes les directions. Et donc, c'est le seul paramètre qu'on a à régler. Et habituellement, donc, en prenant les moyennes, donc la raison pour laquelle on est arrivé à cette équation-là, c'est parce qu'on prenait des moyennes de flot turbulent. Et habituellement, en utilisant cette technique-là, le nombre de Peclet, on peut s'attendre à ce qu'il soit d'ordre environ 100. C'est variable, mais l'ordre de grandeur qui est plus ou moins réaliste, ce serait autour de 100. Okay?
OK, donc on est prêt maintenant, on a tous les éléments de notre modèle, on est prêt à résoudre. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est moi qui ai fait de la figure correcte. Et donc, ça, c'est un exemple où on a, je pense, donc ça dit qu'il y a 100 manchots. On a choisi un nombre de pecklets de 100 aussi, et le rayon où on veut que la température soit 0 et 4, mais ça, ce n'est pas très important habituellement. Donc, comme vous voyez, la température est, le rouge, c'est plus chaud, et la température au bord du groupe, c'est rouge partout, mais ça se refroidit, donc ça devient vers le bleu. Ça se refroidit très vite du côté d'où vient le vent, et il y a comment on appelle cette région chaude derrière le... Une traînée, ça semble très bien. Ça semble une très bonne tradition de Wake. Il y a une traînée derrière le groupe de manchots qui reste chaude elle-même. Okay? Donc, avec ça, on va être prêt à essayer d'avoir des dynamiques de manchots. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire pour toutes les formes de groupes donnés. Donc, maintenant, ce qu'on est prêt à faire, c'est les faire bouger, les faire changer de façon dynamique de n'importe quelle configuration qui est un polygone, sans trou. Okay? Et les points noirs, bien sûr, ça représente chaque manchot. Okay? Alors, maintenant, il nous faut des règles. Il faut savoir comment on fait pour savoir qui se déplace et où est-ce qu'il se déplace. Alors, notre règle, ça va être, nous allons calculer le flux de chaleur de chaque pingouin qui est sur le bord du groupe. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas de chance de bouger. De toute façon, ils ne peuvent pas. Ceux qui sont à l'extérieur ont la possibilité de bouger, pas vers l'intérieur, mais ils peuvent sortir du groupe et revenir se recoller quelque part d'autre. Donc, pour savoir qui veut changer de place, on va trouver celui qui est le plus exposé au froid, c'est-à-dire celui pour qui le flux de chaleur est le plus grand. OK? Oui. Là, on parle d'une distribution de manchots aléatoire. C'est aléatoire, sauf que ça forme un polygone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou et ils ne sont pas séparés en deux groupes. Donc, c'est aléatoire, mais ça forme un polygone. Donc, par exemple, on la génère de façon aléatoire, mais on rejette tout ce qu'on fait qui est de façon aléatoire qui ne respecte pas ça, on le rejette. Okay? Donc, la façon la plus courante que ça arrive, c'est s'il y a 3 manchots, ceux qui font une ligne à l'extérieur. Ça, ce n'est pas un polygone, donc ça, on le rejette. Okay? Mais sinon, c'est aléatoire. Donc, c'est ça. Donc, on trouve celui qui est le plus exposé au froid, et je vais l'appeler le danseur de Saint-Guy. C'est celui qui ne sera pas satisfait de rester en place, qui va vouloir se déplacer. Habituellement, on ne l'appelle pas le danseur de Saint-Guy, mais ici, je pense que ça marche mieux. Et donc, Saint-Guy va déménager. Il va vouloir changer de place. Il ne sera pas satisfait de rester là. Et on va supposer qu'il est très intelligent et qu'il va chercher l'endroit le plus abrité. Donc, il va se promener autour du groupe jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit qui soit le plus à l'abri du froid. Donc, il ne peut pas déplacer quelqu'un d'autre, mais il peut choisir son endroit judicieusement. Okay? Et donc, quand il fait ça a l'avantage de corriger l'erreur que tu as mentionnée. Quand il fait ça, il va se repositionner à un nouvel endroit. On va redessiner le bord de notre groupe en un nouveau polygone. Et là, on va être prêt à itérer le processus pour voir avec le temps comment le groupe va se déplacer. Okay? Question? Oui. Oui. Mais je ne suppose pas qu'il sache pourquoi. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est s'il sent que, à droite, c'est plus chaud qu'à gauche, il va se retrouver au même point que ce que moi j'ai décrit ici. Donc, je n'ai pas supposé pourquoi il se retrouve là. Ça se peut que ce soit juste parce qu'il regarde des deux côtés et il dit, ça c'est plus chaud qu'ici. Mais de façon ou d'une autre, ça fait qu'il va aller dans la même direction, qu'il va se retrouver au même endroit. Par contre, c'est vrai c'est supposé que le manchot est particulièrement intelligent, de supposer qu'il fait exactement ça. Entre autres, je pense que ce n'est pas beaucoup en demander de dire qu'il va se retrouver vers un endroit meilleur que celui qu'il a quitté. Par contre, ce n'est pas clair qu'il va prendre le temps de faire tout le tour et dire « Ah, ça c'est le meilleur ici ». Donc, ça se peut qu'une fois qu'il se retrouve à un endroit qui est relativement confortable, il puisse s'arrêter là, même si ce n'est pas nécessairement le meilleur. Donc, ça, c'est un des paramètres avec lesquels on pourrait jouer. Okay? Donc, on suppose pour l'instant qu'ils sont idéaux, nos manchots. Okay? En passant, j'utilise le masculin pour les manchots parce qu'habituellement, ce sont les mâles qui font le plus de dynamique de groupe, même si pas exactement tout le temps, mais le plus souvent.
OK. Alors, voici un résultat typique. Donc, ça, c'est ma configuration initiale que j'ai générée de façon aléatoire. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui arrive avec le temps si les manchots commencent à se déplacer et le vent ici vient de gauche vers la droite. Donc, avec le temps, on voit qu'il forme, d'abord, le groupe a une forme bien définie. Et ensuite, après qu'une certaine configuration a été obtenue, ça ne change plus. Donc, il y a une forme qui est permanente, enfin quasi permanente. C'est-à-dire qu'en moyenne, la forme devient permanente. Et donc ici, ça a un certain ratio entre l'épaisseur et la longueur. Et ça, c'est typique, ça arrive avec, peu importe vraiment le nombre de manchots qu'on utilise, peu importe le nombre de pecklets, et sûrement peu importe le grand R qu'on utilise. Par contre, le ratio hauteur-largeur ne va pas nécessairement être le même. Donc, ça va tendre vers quelque chose de constant, mais ça va dépendre des paramètres qu'on a utilisés. Donc, par exemple, si on mesure ce ratio-là, les figures sont en anglais, ça c'était plus difficile à traduire. Juste un instant. Donc, si on mesure ce ratio-là en fonction du nombre de pingouins, on obtient d'abord des courbes un peu irrégulières. Ça, c'est à cause que le nombre de pingouins est discret. Donc, de temps en temps, l'épaisseur d'un groupe va passer de 4 à 5 à 6. Donc, ça crée des hauts et des bas. Et ça dépend aussi du nombre de pecklets. Donc, plus l'effet du vent est fort, plus le nombre de pecklets est élevé, plus les groupes ont tendance à être allongés. Et quand le nombre de pecklets est relativement faible, ils sont plus circulaires. Il y avait une question. Ah, non, ça, j'allais revenir là-dessus, mais vu que tu en parles maintenant, je vais faire un commentaire là-dessus. Ce n'est pas la forme optimale pour l'ensemble du groupe. Habituellement, c'est plus allongé que ce qui serait dans l'intérêt du groupe. Donc, si ils avaient un nouveau chef, ils pourraient dire non, reste en place, ça va être mieux pour tout le monde, fais-moi confiance. Mais la grosse différence, c'est que ce n'est pas optimal, mais ça ne demande pas de coordination. Donc, c'est chacun pour soi et ça donne ce genre de forme-là qui n'est pas optimale, mais aussi pas terrible. Donc, il gagne quand même beaucoup comparativement à être seulement un à la fois. Okay? Donc, ça, c'est l'effet. Donc, l'effet du nombre de pingouins est pas très important, sauf pour les choses discrètes quand il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ensuite, on voit que l'effet du nombre de pecklets, ça, c'est plus important dans le ratio, ça change davantage en fonction du nombre de pecklets. Une autre observation que j'ai oublié de mentionner avant, c'est que, évidemment, ce que j'avais dit avant, c'est que les groupes se font apparemment pousser par le vent. Eh bien, ça, on retrouve ça dans notre modèle aussi. C'est toujours du côté où le vent, là où le vent vient, qu'il y a de l'érosion et ça se fait recoller à l'arrière. Donc, ça semble réaliste. Les groupes, habituellement, ont des formes qui sont plus ou moins réalistes, mais pas exactement. Et ça, je vais revenir là-dessus. Entre autres, les groupes qu'on peut voir dans les vidéos, ils ont tendance à être plus gros, plus ronds, comme ce qu'on voit à un nombre de pecklets relativement petit. Mais pourtant, le nombre de pecklets est assez grand. Donc, ça, ce serait plus réaliste, celui-ci. Mais ça, c'est avec la valeur du paramètre de peclet est plus réaliste vers cette forme-là. Donc, ça, il y a quelque chose à revisiter là-dedans. Par contre, on peut estimer le ratio de... Ici, je mesurais l'épaisseur du groupe. Et l'épaisseur du groupe dépend du nombre de pecklets, comme la puissance moins 1/3, ce qui est à peu près la même épaisseur que l'épaisseur de la traînée derrière, ce qui a un certain sens aussi. Donc, si la traînée a une certaine épaisseur, à l'intérieur de la traînée, toute cette région-là est à peu près aussi bonne pour se cacher du froid. Et donc, c'est à peu près l'épaisseur du groupe qu'on observe aussi. Okay? Et cette épaisseur-là, ça dépend du nombre de pecklets à la puissance moins 1/3. OK, alors, comme je disais avant, les formes qu'on a obtenues étaient passables, mais pas exactement réalistes. Entre autres, elles sont trop allongées. Donc, de façon qualitative, ça semble correct, mais la forme elle-même n'est pas tout à fait réaliste. Et l'autre chose qu'on peut voir, c'est si vous regardez des vidéos de ces groupes-là, ils ne suivent pas des règles simples. Donc, moi, je dis toujours que
les manchots commencent d'un côté et s'en vont de l'autre. Ce n'est pas ça qui arrive. En vérité, ils font plus ou moins n'importe quoi. Ce n'est pas exactement n'importe quoi, mais certainement, ils ne suivent pas une règle simple seulement. Et donc, ce qui nous manque, ce sont des perturbations aléatoires. Donc, on a supposé que nos pingouins étaient idéaux, qui faisaient exactement ce qui était le mieux pour eux, mais ce n'est pas vrai. Alors, si tu regardes les vidéos, il y en a qui vont dans le mauvais sens et qui vont carrément avoir plus froid, mais ils le font quand même parce que, bon, ils ne sont pas si intelligents que ça. Il faut bien le dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on ne va pas changer notre calcul, mais on va changer nos dynamiques de groupe. Et donc, la façon dont on va modifier ça, c'est que, alors, tout était basé sur le flux de chaleur. Et là, maintenant, au lieu d'avoir le vrai flux de chaleur seulement qui détermine qui est notre danseur de Saint-Guy, on va ajouter à ce vrai flux de chaleur une quantité aléatoire, une variable aléatoire, et ça va nous donner le flux de chaleur perçu, comment chacun se sent. Okay? Et donc, comment ils se sentent, c'est basé sur la réalité, mais ce n'est pas seulement que la réalité, ça peut aussi être variable. Donc, notre variable aléatoire qu'on a choisie, d'abord, elle a une espérance 0, mais elle a aussi une amplitude qui est proportionnelle au flux moyen pour l'ensemble du groupe, donc pour que ça ne dépende pas des autres paramètres qu'on va étudier. Et puis, le paramètre bêta, c'est juste pour quantifier l'importance de la partie aléatoire. Donc, si bêta est 0, c'est complètement déterministe, c'est ce qu'on faisait avant. Et si bêta est très large, bien, tout le monde fait n'importe quoi, et le fait qu'il perde la chaleur n'est pas vraiment important. Okay? Donc, bêta, ça quantifie l'importance des perturbations aléatoires. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, bêta est 0.25? On va comparer ça avec le vidéo précédent. Ici, je me suis un peu tanné de faire des petits pingouins, fait que ça va être des ronds. Pingouins. Des petits manchots, donc ça va être des ronds. Alors, en général, c'est assez semblable à ce qu'on voyait avant, mais c'est aussi un peu plus épais, le résultat, et moins allongé que ce qu'on avait vu avant. Et ici, ce n'est pas extrêmement évident dans cette vidéo-là, mais ce n'est pas parfaitement régulier non plus. Il y a des erreurs qui se produisent, c'est-à-dire qu'il y a des manchots qui vont... ce n'est pas toujours le plus exposé qui se déplace. Et j'ai oublié de mentionner ça, mais l'endroit où il choisit d'aller, c'est aussi... on ajoute la même variable aléatoire à ça. Donc, il ne perçoit pas nécessairement l'endroit parfaitement correctement. As-tu une question? Non? D'accord. OK, alors ça, c'est un exemple pour 0.25. Et maintenant, je vais augmenter un peu la partie aléatoire. Et si vous voulez, si on regarde bien, on peut voir qu'il y a des erreurs. Par exemple, un instant. Ici, ce manchot-là qui est un peu plus élevé que les autres, il n'a pas choisi le meilleur endroit. Donc ça, c'est un exemple, on peut voir la partie aléatoire là, où il n'a pas choisi l'endroit le plus abrité, mais ça illustre aussi que ça a tendance à augmenter l'épaisseur des groupes quand ils ne font pas exactement la meilleure chose pour eux. OK, donc juste finir l'ensemble de... Oh, c'était déjà fini. Mais donc ça va modifier l'épaisseur du groupe à long terme. Et ça marche dans le sens qu'on espérait parce que notre épaisseur de groupe avant n'était pas suffisante comparée à ce qui est réaliste. Mais donc là, ce qu'on voit, c'est que si on augmente le paramètre bêta, l'épaisseur du groupe diminue. Alors 1 ici, ce serait quelque chose de rond. Donc l'épaisseur du groupe diminue de ce qu'elle était avant autour de 6 jusqu'à 1. Et la partie de cette courbe-là qui est réaliste, c'est autour de 2. Donc les vrais groupes ont une épaisseur, un ratio épaisseur ou longueur-épaisseur d'environ 2. Et donc, ça nous donne un intervalle pour bêta qui est à peu près entre 1/4 et 1/2. Et dans cet intervalle-là, on obtient des groupes qui semblent être réalistes. OK? Question. Comment? Oui. Oui, alors, OK. Mais... Oui, c'est une très bonne question. Donc, ce que je comprends de ta question, c'est que une des motivations principales que j'ai données au début, c'est on veut savoir si c'est juste, si c'est équitable, et je n'en ai pas reparlé depuis. C'est ça que je comprends que tu me demandes. Et c'est une excellente question. Et maintenant, nous allons y répondre. Donc,
OK? Donc, c'est ça qu'on voulait essayer de faire au départ, savoir si c'était juste. Et donc, on va essayer de trouver une façon de mesurer l'équité et voir si ça dépend, entre autres, de la composante aléatoire. Alors, pour mesurer l'équité, on a choisi comme mesure le temps d'attente avant de se déplacer. Donc, si on compte, disons que le temps entre chaque déplacement, c'est un temps de 1, on veut savoir pendant combien de temps est-ce que chaque manchot doit attendre son tour avant de se déplacer pour être plus à l'abri. Donc, si c'était parfaitement équitable, tout le monde aurait le même temps d'attente. Et donc, par exemple, si on va calculer l'écart type de ce temps d'attente-là, et si c'était parfaitement équitable, l'écart type serait 0. Okay? Et juste pour nous donner un point de comparaison, si c'était parfaitement aléatoire, on va calculer un écart type. Si on calcule l'écart type qui est parfaitement aléatoire pour un groupe de n manchots, on s'attendrait à ce que, enfin, la façon dont on l'a normalisé, on s'attendrait à ce que le temps d'attente serait de 1. Okay? Donc, 0 serait parfaitement équitable, 1 serait complètement au hasard. Okay? Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le temps d'attente en fonction du paramètre bêta. Et donc, on a fait ça pour différentes grosseurs de groupes, mais ça n'a pas l'air d'être très dépendant du nombre de manchots. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, les nombres qu'on obtient sont relativement petits. 0, ce serait idéal, ce serait parfaitement équitable. Donc, on n'est pas exactement à 0, mais on est quand même bien loin de 1. On est autour de 5 % environ. Et ensuite, ça augmente avec la valeur de bêta, comme on pourrait s'attendre. Plus c'est aléatoire, moins ça va être équitable, plus il y a des chances que quelqu'un attende vraiment longtemps. Mais ça augmente relativement lentement, et entre autres, dans l'intervalle où on pensait que ça allait être réaliste, entre un quart et une demi, on est encore à un niveau d'iniquité qui est relativement bas. Okay? Donc, la façon comment ça peut être équitable, c'est que avec le temps, tous les manchots se retrouvent à être sur le bord parce que disons qu'on considère un manchot qui commence au milieu, il y a une certaine protection qui est donnée par les autres manchots qui sont entre celui-là et le vent, mais ça va s'éroder avec le temps, et plus il attend, plus les autres manchots s'en vont, et finalement, tout le monde finit par se retrouver sur le bord, se retrouver à être exposé au vent. Donc, ce n'est pas exactement équitable parce que, bon, si tu es chanceux, tu peux attendre plus longtemps avant que ce soit ton tour que si tu es malchanceux, mais la composante de chance est relativement faible. Donc, c'est à peu près 5 % du temps total, ce qui est meilleur que ce qu'on avait espéré et aussi meilleur que donc, on avait aussi essayé de penser qu'est-ce qui pourrait arriver sans développer tout le modèle, juste comment est-ce qu'il pourrait se déplacer et essayer de voir que ce soit juste. Et soit qu'on avait des choses qui étaient extrêmement compliquées et qui étaient parfaitement équitables, mais qui n'avaient pas de chance d'être réalisées, soit qu'on avait des choses qui n'étaient pas aussi équitables que ça, même si on les avait réfléchies plutôt que modélisées. Donc, ça se trouve à être plutôt équitable, même s'il y a un certain niveau de perturbation aléatoire. Alors, je suis un peu tôt, mais on m'a dit de laisser du temps pour les questions. Alors, habituellement, les gens ne se plaignent pas quand ça finit trop tôt. Hein. En tout cas, chez moi. Là. Alors, mes conclusions. Alors, premièrement, c'est que le résultat est plutôt équitable, mais ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que c'est équitable même si chacun se comporte de façon égoïste. Donc, il n'y a pas besoin de dire que les manchots sont très gentils et ils pensent à leurs voisins, ils sont très chrétiens. Non, ce n'est pas nécessaire du tout. Donc, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est ce qui est le mieux, ce qui est dans leur propre intérêt, et le résultat est équitable. Okay? Ce n'est pas... un peu. Oui, donc je vais passer au troisième point. Donc, comme quelqu'un m'avait demandé, ce n'est pas optimal pour l'ensemble du groupe. Et ça, donc, il y aurait moyen de faire mieux si c'était organisé. Par exemple, si on pensait à un groupe de robots, on pourrait les forcer à avoir une forme qui soit un peu plus compacte, un peu plus proche d'être un rond, qui serait meilleur pour l'ensemble du groupe. Mais c'est quand même pas extrêmement loin de ça non plus, donc ça s'en approche, même si ce n'est pas exactement optimal pour tout le monde. On a vu qu'il fallait qu'il y ait du hasard dans notre système pour obtenir quelque chose de réaliste. Et encore une fois, si on regarde des vidéos, des vraies vidéos, c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui suit exactement les mêmes règles pour savoir où aller. Donc, c'est pas trop étonnant qu'il y ait du hasard avec le temps.
qui soit nécessaire pour obtenir quelque chose qui ait la bonne forme en tout. Et finalement, on a publié ça dans la revue PLOS ONE. Donc, si vous voulez voir plus de détails, je vous encourage à aller lire ça. C'est relativement accessible, ce qui est pourquoi je pense que c'est un bon sujet pour un groupe comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est détaillé dans cet article-là. Il reste des choses qu'on pourrait modifier. Donc, par exemple, on en a mentionné un au cours de l'exposé où c'est pas évident que les manchots vont toujours choisir le meilleur endroit. Ils pourraient juste avoir un seuil où ils disent, OK, si j'ai un endroit qui est suffisamment abrité, je vais m'arrêter là. Et donc, on pourrait facilement incorporer ça dans notre modèle et voir si ça change quelque chose. Donc, ça, c'est une des premières choses. L'autre chose, c'est que ce qu'on utilise maintenant pour savoir qui est-ce qui va se déplacer, qui est M. Saint-Guy, c'est le flux instantané. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc, c'est possible que, par exemple, quand j'attends l'autobus en hiver, même s'il fait très froid, pour 15 secondes, ça ne me dérange pas. Mais si j'attends pendant 1 heure, ça va me déranger beaucoup plus et je vais avoir tendance à vouloir me mettre à l'abri. Alors, peut-être que ce qui serait plus intéressant, ce serait l'intégrale dans le temps du flux de chaque manchot plutôt que la valeur instantanée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait modifier aussi. C'est un peu plus compliqué à faire de façon technique juste parce qu'on n'a pas vraiment d'échelle de temps qui soit encore décidée, mais c'est possible. L'autre chose qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a choisi la direction du vent comme étant constante. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Il y a toujours des variations. Il y a un côté aléatoire dans la direction du vent aussi. Donc ça pourrait facilement être incorporé dans le modèle et on pourrait voir, par exemple, si on obtient des groupes qui sont plus ronds, même s'il n'y a pas tellement si les manchots suivent mieux les règles. Donc le hasard serait du côté du vent plutôt que du côté des manchots. Et finalement, quelque chose qu'on a commencé mais qu'on n'a pas encore terminé, c'est essayer une approche continue. Donc ce que je vous ai présenté, c'était une approche discrète. J'avais un nombre discret de manchots et donc un polygone. Mais on pourrait essayer de rendre tout ça continu et d'avoir une courbe qui soit notre frontière plutôt que d'avoir un polygone. Et c'est quelque chose qui, conceptuellement, ça se fait aussi très bien. Ça, c'est pas très difficile à faire. Mais on n'a pas fini de le faire juste parce que l'implémentation est un peu différente de ce qu'on avait fait avant. Mais entre autres, ça pourrait être intéressant de voir si ça change quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas de coins. Dans nos polygones, il y a beaucoup de coins. Et les coins, c'est important habituellement pour calculer le flux de chaleur. Donc, si on arrondissait tout ça, on pourrait avoir quelque chose de plus réaliste. Et entre autres, une des limitations de notre modèle, c'est le nombre de pingouins. Éventuellement, si le nombre de... Ah, j'étais si près du but. C'est le nombre de manchots. Donc, si le nombre de manchots devient vraiment grand, notre modèle devient très lent à cause que notre polygone a beaucoup de faces. Ce ne serait pas un problème si on avait une approche continue. On a juste une courbe, donc ça ne dépendrait pas. Il n'y aurait pas du tout de nombre de pingouins. Et donc, ça pourrait être plus applicable à des... Quoi? Non, je n'ai pas entendu celui-là. Ah, j'ai perdu si près du but. Donc, ce serait pas un problème d'avoir des groupes qui soient plus larges. Et donc, on pourrait étudier des choses qui seraient plus réalistes, parce que les groupes de manchots réalistes sont habituellement quelques centaines. Et ça, c'est là où on commence à avoir des problèmes parce que notre modèle est trop lent. OK, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous invite à poser des questions.